Tant pis pour vous. Préface à 7 jours loin du monde de Jérôme Réjas. Un jour de 2003, Karim et moi avons quitté Get Busy. Un midi chez l'Indien à Gare du Nord, rue du Faubourg Saint-Denis, en bas de chez moi. L'inoubliable appartement, avec la Vierge sans main dans sa crypte, au-dessus de la télé, auréolée par les cassettes de cul. Le panneau de basket miniature violet offert par Bibi Sek et son fils Wally, qui la narguait au-dessus du canapé sur le mur blanc d'en face. On prend invariablement le même plat à 8 € chez l'Indien. Mes meilleurs amis sont tous ritualistes et soucieux, va savoir pourquoi, de ne pas se faire escroquer au restaurant. Sur une nappe en papier rouge à croisillon que j'ai toujours, on a posé le sommaire du journal de nos rêves à cet instant. Ça ne rentrait plus dans Get Busy, alors on est parti. Forcément pas comme il aurait fallu, puisque de toute façon, idéalement, il n'aurait pas fallu. Histoire d'homme, de communication, d'orgueil, d'ego, le tout mal placé. Karim a immédiatement recruté Pascal Kehen pour la direction artistique et la maquette de notre journal. Il avait réalisé les 60 premiers numéros de l'affiche, bossé chez Libé, Max, conçu des dizaines de pochettes de disques. Quand Get Busy était édité par Franck Fatalo, qui mériterait un roman, on partageait rue d'Anguin les bureaux avec DJ Mix, que maquettait Pascal. La théorie de Karim était qu'il nous fallait un pro, trop peu reconnu, qui en aurait soupé du texte illisible sacrifié au profit de photos contrastées et de visuels trop voyants. Premier format magazine, numéro 0. On rêve pas de pub dedans, mais presque. Nous ne sommes pas sûrs de nous, nous ne doutons pas. J'ai éprouvé ce sentiment étrange, inconnu de l'auteur qui seulement publie, quand j'ai écrit, monté et joué une pièce, Les écœurements de la séduction, 1996, un triomphe de 4 soirs. L'aventure humaine, comme dit Boukercha alors 10 fois par jour. Les états d'âme sont incongrus quand on embarque des gens avec soi. Lancer un journal est bien moins éprouvant nerveusement qu'écrire un livre. Pour des raisons mystérieuses qui font sûrement que nous nous fréquentons toujours, il était la seule personne à si peu vouloir du pouvoir qu'il était prêt comme moi à le partager. Aussi tombions-nous presque toujours d'accord, ou étions-nous capables d'affronter, parce que nous les préférions au fond, nos erreurs, nos tares et nos défauts, aux expériences et conseils des autres. Les acquis de l'école Get Busy, une telle soif de légende qu'on s'en fout de réussir, la gratuité du graffiti, faire un gâteau avec des miettes, chic, avec des relents de mauvaise humeur très justifiés contre les dominants quand on a oublié de se faire payer ce qu'on valait, et toujours quelque chose à répondre. Ça s'appellera tant pis pour vous, et durera le temps que ça durera. Je serai tant pis, Karim sera pour vous. Il sera jovial, ouvert et candide, je serai connard, moraliste et donneur de leçons. Il porte des baskets, un survêt, une casquette Lacoste. Je suis pourtant des deux, le banlieusard rageux. J'amènerai la télé française juive, Act Up, Joël Aubron et Ouma.com, qui tiennent absolument à ce qu'il ôte sa casquette quand il nous filme en retour. Et notre unique procès, intenté et perdu par le chanteur Renaud. Lui amènera l'organiste du Sacré-Cœur, la directrice du Nouveau Détective, un peintre chef d'écho de ciné qui nous avouera être tombé comme faussaire, un théoricien du hip-hop sauvage, un reportage écrit par un humanitaire, une rubrique consommation anti-escroc du quotidien, nous, enculés, un réparateur de Mac ayant choisi la vie contre le profit, des célébrations de Jean Lefebvre et Kamel Wally. Dans l'ours, il y aura aussi bien sûr Patrice Broyer, mon deuxième plus vieil ami, qui avait été de Tant pis pour vous en radio sur Aligre FM et de Get Busy avec Patrice aime les gens. Mano, rencontré à l'affiche, qui allait publier son premier roman, Rip Hop, et dont nous apprécions l'innocente folie, était prêt à toutes les expérimentations éditoriales. Ma petite sœur, la réalisatrice et comédienne Ouda Benyamina, qui cherchait à se faire connaître, tiendra une rubrique lui permettant de se faire prendre en photo avec des vedettes, puisque désormais les journalistes aussi sont des vedettes. Accessoirement, elle initiera la vente à la criée du journal. Myriam Zenini, à laquelle jamais nous ne saurons assez exprimer notre admiration sincère pour avoir cru en notre odyssée, écrira, coordonnera et réalisera des interviews, estapera les papiers à remplir, supportera notre indiscipline, nos absences et inconséquences permanentes. Nicolas Brûlebois, quel nom génial, doux dingue bègue veilleur de nuit et fan de Joël Seria rencontré sur internet, rédigera des brèves dégueulasses et tiendra la chronique régulière de ses nuits salariées. Philippe Persson, rédacteur exclusif du Persson Magazine, auteur et être aussi charmant qu'exaspérant, rédigera des nécrologies de vivants. Laurence Bougot, énergique et justicière universitaire aussi bonhomme que bonne femme, tiendra des pages livres liées à aucune autre actualité que celle de ses lectures. Audrey Bangou aussi écrira chez nous comme chez elle et vendra le journal à la criée. Charlie Bauer aura sa page. Karim est allé le trouver après avoir lu Fracture d'une vie pour le faire découvrir au public de Get Busy. Depuis, que ce soit pour une émission de radio avec Pierre Carl, pour participer avec DJ Mehdi et Mode 2 au film Wild Loire, ou pour écrire dans notre journal, Charlie était toujours partant. Vergès aussi en sera. On lui avait fait enregistrer des punchlines pour mixtape, des jingles radio accusant Get Busy d'être la nouvelle revue française. La moindre des politesses était de le convier. Comme nous ne doutions pas, lui non plus. Le titre présentait, selon lui, l'avantage de pouvoir se décliner en cas de procès.
tant pis pour nous. Ça faisait une distribution de rêve pour notre film, pas un casting pour un éditeur. Fallait étoffer. Au contenu seul, au concept, on passait pas. Les premiers consultés nous trouvaient au mieux ovni. Le moins hypocrite nous conseillera de réunir de quoi payer le premier imprimeur et de nous lancer. On se mit en tête de recruter. Sur quels critères exactement, je serais bien en peine de l'énoncer aujourd'hui. Des signatures, des plumes, des noms. Rencontre avec Patrick Eudeline aux Abbesses, qui nous dit du mal de Rocking Squat alors que nous ne défendons même pas le rap. Il commençait à avoir une petite cote. Il pigeait dans Nova Magazine, publié au Poulpe et maintenant chez Grasset. Semi-bourré et complet miro en jabot, il avait tout d'une coqueluche. Si on payait, il en serait. Parenthèse, lorsqu'il apprendra quelques mois plus tard que nous n'avons finalement pas un rond, jamais Eudeline ne parviendra à nous dire franchement que dans ces conditions il n'écrira pas. Nous le savions. Karim tenait à le lui faire dire. Crever son numéro d'artiste dandy. Son bonheur vengeur lorsqu'il composait son numéro rien que pour l'entendre bredouiller qu'il allait nous rappeler. Au Salon du Livre, animé des mêmes intentions mercatesques, avec Patrice, nous irons à la rencontre d'Alain Soral. Lui aussi commence à bien marcher. Ses abécédaires complètent de bonnes prestations télé. Debout derrière sa table de signature, il harangue, ricane et envoie chier une infirmière qui faisait semblant de le titiller. Un genre de héros solitaire. Aussi bien en vrai qu'à la télé, et plus tard en vidéo. Le 21 avril 2002, madame, une divine surprise. Soral est un testeur. Nous lui proposons de tenir une page DVD. Pas mieux qu'un carcan pour révéler l'homme libre. Nous sélectionnerons les films, il en dira ce qu'il voudra. Lui aussi, du moment que c'est payé. Ce qui ne l'empêchera pas un an plus tard, alors que nous ne l'avons pas recontacté, de saluer médiatiquement notre parution. Emma Decaune, que je connaissais via une chanteuse amie, Gladys, m'avait promis, sans jamais évoquer de conditions financières, de livrer en feuilleton des souvenirs d'enfants du rock. Après le premier numéro, et je suppose à cause du texte sur Renaud, elle m'enverra un mail aimable et même assez marrant, disant qu'elle avait du mal à se situer parmi nous, et oubliera sans conséquence de nous en envoyer un autre. Pas à dire, on avait du pif pour dénicher l'homme qui monte, ainsi que nous l'appelions désormais. La locomotive qui allait faire parler, d'elle et donc de nous, qui aurait été un peu comme nous, mais en mieux, en malin, qui aurait su surfer sur l'air du temps au lieu de l'humer seulement en mai à la terrasse des cafés, opportuniste, réaliste et ambitieux à notre place. Même si c'était à la télé que je l'avais découvert, il serait exagéré de prétendre qu'un combat un jour ce rôle, cette fonction, cette mission à Jérôme Réjas. Dans l'émission Rive droite, rive gauche, Ardisson annonçait son nom avant les sujets avec une gourmandise cynique et pousse au crime. Des fois, il était en plateau, et c'était encore mieux. Ses plus grandes qualités, il était lyrique, dénué d'ironie et toujours au premier degré. Crâne rasé, veste de treillis, polo sombre ou chemise d'employé UDS. À propos de Maria Carey, de Céline Dion, du clip de la Mafia Quinfri, d'MC Jean Gabin ou de Marilyn Manson. Aucune vanne, c'était sans prix. On googlait encore peu et nous en savions déjà assez pour avoir envie de lui proposer de venir rigoler avec nous. Il ne répondait pas au téléphone, mais rappela juste après mon message. Ça pouvait être lui, l'homme qui monte. Jérôme Réjas venait de Limoges, était abonné au parc, adopta l'Indien immédiatement, confessa, sans qu'on ne lui demande rien, un passé en maison de disques, des dizaines d'alimentaires bio d'artistes écrites sous weed, un livre sur Britney Spears et un autre sur Zebda, des reportages pour la télé et un échec par manque de couilles au dernier moment avec Evelyne Leclerc. Sans oublier, je cite, des complexes de petits bourgeois de province, une prétendue lâcheté physique et une, je cite, inculture, de façade, de consommateurs amnésiques. Faux modeste mais vrai humble, qui rêvait d'appartenance, de moments fondateurs, d'épopées superbes et dérisoires dans un monde de nains. Il apprécia notre absence de ligne éditoriale et le flou complet de nos prévisions à moyen terme, et m'envoya 2 textes dans les heures suivantes pour l'hypothétique premier numéro. Lorsque nous investimes la soirée d'ouverture du Salon du Livre 2004 pour distribuer aux pros, éditeurs, auteurs, journalistes et people, près d'1 millier d'exemplaires du premier Tant pis pour vous, nous ne nous connaissions pas encore beaucoup mieux, mais Réjas était là. Sac à dos pour porter les journaux, Lucky Strike au bec, il a même dû être le seul à l'heure au rendez-vous, enthousiaste et ponctuel. En sortant, bien satisfait de notre lancement au cœur du réacteur du spectacle parisien, le patron de la télé française juive, un poète lui aussi dans son genre, nous appellera le lendemain pour savoir comment on avait fait. Son téléphone n'arrêtait plus de sonner suite à son interview chez nous. On a bu un pot porte de Versailles. Réjas a dit que la boxe était un sport truqué. J'ai répondu que j'aimais pas Elvis. Ça suffirait comme désaccord, nous en convînmes tacitement. Réjas est inconsolable de ne pas nous avoir connus à 15 ans, ou même avant, à l'âge des serments. Son côté club des 5 et teen movies. Il n'aime pas ce qu'il fut tout seul dans son coin, dans sa province. Il sait pourtant très bien que le Paris de Karim ou de Mano, Mont-Savigny ou la banlieue lyonnaise de Patrice avaient d'autres charmes angoissants, que nos solitudes se valaient et qu'aucun de nous, presque, ne trouvait vraiment qu'il était mieux avant. Réjas est inconsolable d'avance de ce qu'il ne va pas faire, pas écrire. Il aime tellement mea culpa et se dévaloriser. Au début, on croit que c'est pour ne jamais se mettre en situation de rivalité. Trop simple.
Réjas n'a besoin de personne pour santer seul avec la justice le pardon et le repentir, convaincu qu'un jour la sentence tombera, la punition spéciale exprès pour lui échafaudée, celle de celui qui n'a pas tout donné, qui a été lâche ou paresseux, ou les deux. Bon les gars, il y a 2 sujets sur lesquels il faut jamais se mentir entre potes, c'est sur les meufs qu'on a tirées et sur les bastons. Phrase de son pote Pasto, qui les met à répéter, mi-amusé, mi-sérieux. N'empêche que ce cynique innocent vint lui aussi se faire chier à vendre le journal aux terrasses des bistrots de Bobo. Intriga, et je mesure aujourd'hui que je le connais un peu mieux ce que alors cela dut lui coûter, pour se faire inviter dans Faubourg Saint-Honoré, l'autre émission d'Ardisson, et y montrer le numéro Renault. Distribua le journal autour de lui, m'emmena en bagnole aux journées de l'Union des organisations islamiques de France, au Bourget, déposer quelques centaines d'exemplaires de notre numéro 3. Faut-il avoir peur des Arabes, barrant le joli sourire de Kamel Wally. Franc succès. Déchargea chez notre communicante Van des dizaines de paquets de journaux. Après tant pis pour vous, Jérôme s'est rapproché de Karim, le vrai homme qui monte parmi nous. Abonné au Parc des Princes, Karim a essayé de le traîner au stage du scénariste Robert McKee, convaincu qu'il est que Jérôme a une âme de scénariste, l'imagination débridée et le sens du dialogue. Rien à faire. Je suis nul, incapable de me concentrer des heures de suite comme Greg ou toi, je vais tout oublier aussitôt après, ça sert à rien. Ad libidum. S'il pensait avoir ainsi la peau de l'espoir de Karim de le voir écrire, il a fini par lui trouver et la forme et le thème, son quotidien de supporter parisien, l'année où PSG a bien failli descendre en 2e division. Si Jérôme l'écrivait, Karim voulait bien en devenir l'éditeur. Parc. Format et prix comparable à celui que vous tenez dans les mains. Couverture splendide. Le siège d'abonné de Jérôme Réjas, Tribune K. Bien sûr, il s'en serait sûrement encore davantage vendu avec PSG dans le titre. Mais le vrai héros du livre, c'est le Parc des Princes. Et personne ne se voyait discutailler ce bout de gras avec Jérôme. On a organisé une lecture dans un bar, bon succès. Il aurait fallu en faire d'autres et y vendre le livre. Il aurait fallu sur Internet en faire davantage, multiplier les petites interviews marrantes, qui mieux que Jérôme pour s'y prêter en plus, ou choquantes, les faire circuler, relayer, envoyer le livre à un tel. Une fois ou deux avec Patrice, ils ont tracté des flyers avec la couve du livre. Je sais maintenant pour l'avoir expérimenté qu'il aurait fallu vendre le livre directement au Parc, etc. Parc était là. A priori, pas question alors d'un suivant. Régulièrement, au gré de nos emplois du temps et humeurs, et en marge des rendez-vous liés au PSG, Parc, chez lui ou dans un bistrot diffusant les matchs, nous nous retrouvions entre tant pis pour vousiens, avec Mano, Jérôme, Patrice, Karim, à Étienne Marcel. Jamais ni pour commémorer ni s'illusionner sur une éventuelle relance, pour ricaner librement en agréable compagnie et regarder la vie et les culs qui passent. Un de ces vendredis, en 2011, Jérôme a fini par accepter ma proposition d'écrire pour le Gris-Gris, ce qu'il voulait, sur ce qu'il voulait, au rythme qu'il voulait. Grégory Proch, Paris, 15 mai 2013. Le présent volume contient tous les textes parus dans la rubrique 7 jours loin du monde sur www.legrisgrisinternational.com, ainsi que plusieurs inédits. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème.